Avant de commencer, il est fortement conseillé de ne pas se fier aux apparences. Ce qui suit est fourni à titre éducatif et de divertissement uniquement. Il s'agit du témoignage textuel devant le tribunal fédéral lors du procès de Sean Diddy Combs, tel que rapporté par Inner City Press. La salle d'audience était plongée dans un silence de mort lorsque le juge a appelé le témoin suivant. Tous les regards se sont tournés vers le fond lorsqu'un visage familier s'est avancé, un visage que personne ne s'attendait à voir. Usher Raymond, la star de R&B récompensée aux Grammy Awards, s'apprêtait à témoigner. Pas à propos de sa musique, ni d'un conflit de label, mais de ce qui s'est réellement passé dans les coulisses de l'empire de Sean Diddy Combs. Pendant des années, Usher est resté silencieux. Il a joué le jeu, souriait pendant les interviews, esquivait les questions. Mais aujourd'hui, alors que Diddy est accusé au niveau fédéral de trafic, de coercition et d'exploitation criminelle, Usher a finalement décidé de dire la vérité. Et la vérité, dit-il, le ronge. De ce qu'il a vu à 14 ans sous la garde de Diddy à ce qu'il a découvert plus tard sur les recoins les plus sombres de l'industrie du divertissement, ce témoignage est plus que choquant. C'est historique, et cela pourrait tout changer. Usher a commencé par raconter le jour où sa mère lui a annoncé qu'il allait vivre avec Diddy à New York. À l'époque, il n'avait que 14 ans, venait de sortir son premier album et était impatient de gravir les échelons de l'industrie musicale. La Reed avait organisé ce mentorat avec la conviction que la présence de Diddy accélérerait le succès d'Usher. Aucun d'eux ne s'attendait au monde dans lequel Usher allait évoluer. « Je pensais que j'allais apprendre à devenir une star », a déclaré Usher au tribunal d'une voix ferme mais tendue. « Ce que j'ai vu, c'était des choses qu'aucun adolescent ne devrait fréquenter. » Usher a témoigné que dès son entrée dans le penthouse de Diddy, au centre de Manhattan, l'atmosphère était saturée d'excès. Du champagne sur les plateaux du petit déjeuner. Des inconnus se réveillant dans des pièces dont il ignorait l'existence. Des gens qu'il avait reconnus plus tard, vus à la télévision ou dans des magazines, allongés à moitié nus ou évanouis. Ce n'était pas un foyer. C'était une scène. Il appelait ça le camp des saveurs, a dit Usher. Je ne comprenais pas ce que ça voulait dire. Je pensais que c'était juste une marque. Plus tard, j'ai compris que c'était une question d'indulgence. Le tribunal écoutait attentivement Usher décrire comment le mentorat s'était rapidement transformé en quelque chose d'autre. Diddy ne lui enseignait ni le chant ni la performance. Usher prétendait plutôt qu'on l'encourageait à observer ce style de vie, à faire la fête avec des célébrités et à cesser de poser des questions. Il m'a dit, c'est comme ça qu'on fait. On ne demande rien, on observe. On apprend en observant. C'est comme ça que les adultes fonctionnent. Il se souvient d'une nuit où, réveillé vers 3 heures du matin, il a découvert des personnes masquées entrant dans l'appartement. La musique était douce et des bougies éclairaient le couloir. Il est entré dans le salon et a assisté à ce qu'il ne pouvait décrire que comme une fête rituelle. Ce n'était pas que du sexe. Il y avait une structure. Caméra, liste, et personne n'avait l'air surpris. J'ai cru entrer dans un décor de cinéma. Je me souviens m'être dit que je ne devrais pas voir ça. Usher a dit qu'on lui avait dit de retourner se coucher, mais il n'a pas fermé l'œil de la nuit. C'est ce moment, dit-il, qui a changé à jamais sa vision de Diddy. La suite du témoignage d'Usher s'est concentrée sur les avertissements qu'il n'a jamais reçus, ni de sa maison de disques, ni de sa mère, ni des professionnels du secteur qui savaient tous à quoi ressemblait réellement le monde de Diddy. Les gens pensaient que Diddy était excentrique, expliqua Usher. Il ne réalisait pas qu'il exerçait un pouvoir discret mais absolu sur les gens. S'il ne vous aimait pas, votre carrière était bloquée. S'il vous appréciait, votre silence faisait partie du marché. Usher a expliqué au jury qu'il y en avait d'autres comme lui. De jeunes artistes, promis à une carrière rapide, ont progressivement rejoint l'univers de Diddy, d'une manière qu'il ne comprenait pas à l'époque. Il n'a pas encore cité de nom, mais a laissé entendre que d'autres se manifesteraient. Il y avait des gens autour de nous qui nous ont vus. Assistants, chauffeurs, autres musiciens. Tout le monde faisait comme si c'était normal. Mais au fond, ils le savaient. Les adultes nous ont trahis. Un moment particulièrement troublant de son témoignage est celui où il décrit un voyage privé dans les Caraïbes que Diddy lui avait fait faire à l'âge de 15 ans. C'était censé être une retraite, juste moi, lui et quelques autres. L'endroit était isolé. Pas de presse, pas de caméra. Et c'est là que j'ai compris que je n'étais pas là pour apprendre quoi que ce soit sur la musique. Il marqua une pause. Je ne vais pas tout détailler, mais je dirais que je n'ai pas eu le choix de l'environnement dans lequel j'ai été placé. Et il m'a fallu des années pour comprendre la manipulation. Le silence régnait dans la salle d'audience. Usher a déclaré qu'après le voyage, sa relation avec Diddy avait changé. Le magnate est devenu plus autoritaire. Il y avait toujours de nouvelles personnes autour de lui. Toujours plus de fêtes. Toujours plus de règles. Et chaque fois qu'Usher réagissait,
même légèrement, on lui rappelait qui avait fait sa carrière. Il m'a dit, on ne mord pas la main qui nous nourrit. Rappelle-toi qui t'a donné cette vie. Usher a terminé le segment en regardant Diddy droit dans les yeux. Tu ne m'as pas donné cette vie. Tu m'as donné des cauchemars. La troisième partie du témoignage d'Usher était peut-être la plus stupéfiante. Il a décrit comment, à l'âge de 16 ans, on lui avait présenté un contrat comportant une clause de confidentialité. Bien qu'il s'agisse d'un accord de confidentialité standard visant à protéger les transactions internes de Bad Boy Records, Usher a affirmé qu'il incluait des clauses spécifiques concernant les événements privés et la discrétion. À l'époque, je ne comprenais même pas la moitié de ces mots, a déclaré Usher au tribunal. Ma mère a dû co-signer, et les avocats du label ont affirmé que c'était la norme. Mais maintenant, avec le recul, je sais ce que c'était. Un contrat pour me faire taire. Ils disaient l'avoir signé parce qu'il leur faisait confiance. Cette signature m'a valu le silence pendant des années. Je n'avais pas le droit de parler des fêtes, des invités, des comportements. On me disait que cela ruinerait la marque. Mais qu'en est-il de mon impact? Usher a déclaré que cette clause avait été invoquée des années plus tard, lorsqu'il avait tenté de parler de certaines choses qu'il avait vues. En 2009, je travaillais sur une interview pour une importante publication. Les questions ont commencé à devenir personnelles. Soudain, j'ai reçu un appel de l'ancienne équipe juridique de Bad Boy. Ils m'ont rappelé mon accord de confidentialité. Ils m'ont dit « Nous espérons que vous ne cherchez pas à compromettre votre réputation ». Il a affirmé n'avoir jamais mené l'entretien à terme. Mais il ne s'agissait pas seulement d'avocats. Usher a affirmé avoir reçu des menaces voilées de personnes toujours liées à l'empire Diddy. Des gens à qui il n'avait pas parlé depuis des années. On croit en avoir fini avec ce monde, mais il n'en a jamais fini avec soi. Et si on dépasse les bornes, il y a des conséquences. Non seulement pour votre carrière, mais aussi pour votre sécurité. La salle d'audience était figée tandis qu'Usher sortait une copie de l'accord de confidentialité. Le juge l'a accepté comme preuve. Il y avait des propos sur la documentation audiovisuelle et la reproduction non autorisée. Des phrases qui prenaient désormais un ton sinistre à la lumière de la prétendue vidéothèque bizarre de Diddy. La voix d'Usher se brisa légèrement. Ce document m'a fait me sentir folle pendant des années. Comme si tout ce que je voyais, tout ce que je ressentais n'était pas réel. Parce que je n'avais pas le droit de le dire à voix haute. La voix d'Usher tremblait lorsqu'il racontait un moment méconnu de 1996, alors qu'il n'avait que 17 ans et que Diddy l'emmenait à une fête exclusive dans une villa d'Atlanta. Ce fut un moment charnière qui allait transformer sa vision de celui qu'il considérait autrefois comme un mentor. Selon Usher, Diddy était en mode animateur de fête, avec une maison remplie de célébrités, de mannequins et d'hommes mystérieux qui ne semblaient pas du tout liés à l'industrie musicale. Usher a dit qu'il ne s'attendait pas à ce qu'il voyait ensuite. La maison était somptueuse. Sol en marbre, sécurité à chaque porte, un DJ qui jouait de la musique jusqu'au lever du soleil. Mais ce qui ressortait le plus, ce n'était pas le luxe. C'était la pièce secrète. Usher a raconté au tribunal qu'il se souvenait avoir entendu Diddy murmurer à l'un des agents de sécurité qui avait ouvert une porte verrouillée à l'arrière du manoir. « Tu n'es pas encore prêt », lui dit Diddy avec un sourire. Usher répondit qu'il avait quand même jeté un coup d'œil. Il y avait des gens masqués, c'est tout ce que je dirais. Je ne savais pas ce que je voyais. Puis il a dit quelque chose qui a fait sursauter tout le monde dans la salle d'audience. Je crois que cette nuit-là m'a changé, a avoué Usher. J'ai vu des choses que je ne peux toujours pas expliquer. Je ne sais pas si c'était légal, mais je sais que ce n'était pas bien. Il a ensuite brandi des photocopies d'un journal. Usher a expliqué qu'il avait commencé à écrire ce journal en 1998, initialement pour consigner les paroles de chansons et ses pensées. Mais au fil des ans, il est devenu un véritable trésor de souvenirs et d'observations personnelles de son temps passé avec Diddy. Dans une entrée datée de mars 1999, Usher écrit « J'ai dîné avec Diddy et 3 cadres. Je ne savais pas. Il n'arrêtait pas de parler de loyauté. Il disait que la loyauté permettait de rester en tournée. L'honnêteté vous ramène à la réalité. » Diddy rit. Un autre passage, daté d'octobre 2000, décrit un jeudi soir où Usher aurait été invité, mais aurait décliné l'invitation. Trop de secrets, trop de masques. Diddy dit que c'est juste une question de culture. Je ne suis pas d'accord. Avez-vous déjà parlé de ces entrées à quelqu'un? Demanda le procureur. Usher secoua la tête. J'avais peur de tout perdre. Je ne pensais pas que quiconque me croirait. Lorsqu'on lui a demandé pourquoi il le partageait maintenant, Usher a répondu « Parce que j'ai vécu avec ça assez longtemps et qu'il est temps que la vérité éclate ». Usher s'est penché vers le micro et a révélé une rencontre qu'il disait n'avoir même pas racontée à ses amis les plus proches. En 1997, à 18 ans,
Didi l'invite à rencontrer un puissant investisseur musical à Miami. Quelqu'un qui pourrait financer la première tournée mondiale d'Usher et l'aider à bâtir sa marque. Je pensais que c'était une question de business, explique Usher. Didi a fait la promotion de l'événement comme si c'était la plus grande révélation de ma vie. Il m'a conseillé de m'habiller avec style, d'être élégant et poli. Quand Usher est arrivé à la suite Penthouse de l'hôtel Satet, il a trouvé 3 hommes en peignoir, un champagne de luxe à la main et plusieurs jeunes femmes assises tranquillement en arrière-plan. L'un d'eux, qui disait être d'outre-mer, m'a demandé si je voulais qu'on se souvienne de moi pour toujours, a expliqué Usher. Il ne parlait pas de musique. Usher a dit que Didi l'avait laissé seul avec les hommes. Je me suis senti pris au piège, a-t-il témoigné. Ils ne m'ont pas touché. Mais l'un d'eux a posé sa main sur mon épaule et m'a dit « Tu peux rester ou partir, mais tu ne recevras plus jamais d'invitation comme celle-ci. » Il est parti, et c'est là que les choses ont commencé à changer. Usher a raconté qu'on lui avait retiré une opportunité de tournée, et qu'un producteur de renom avait soudainement renoncé à collaborer avec lui. Personne n'a jamais dit que c'était parce que j'avais quitté cette suite, a expliqué Usher. Mais après cette nuit-là, les portes qui étaient toujours restées ouvertes se sont soudainement refermées. Usher a également témoigné que Didi lui avait montré une caméra quelques semaines plus tard. Il a ri en la visionnant. C'était un autre jeune artiste. Il faisait quelque chose qu'il n'aurait pas accepté si on ne l'Y avait pas forcé. Didi vous a-t-il menacé ? A demandé l'avocat. Usher marqua une pause. Il n'était pas obligé. Les gens autour de lui, si. Ils n'utilisaient pas de mots. Ils utilisaient le silence et l'exil. Usher a déclaré que c'est à ce moment-là qu'il a compris que la célébrité n'était plus une question de talent. C'était une question de soumission. C'est comme ça qu'on restait célèbre dans le monde de Didi. Le ton d'Usher devint personnel tandis que les lumières de la salle d'audience s'atténuaient légèrement, les caméras étant désormais braquées uniquement sur son visage. C'est le plus dur, dit-il, car il ne s'agit plus de moi. Il a ensuite décrit les débuts de l'ascension de Justin Bieber. Usher avait joué un rôle déterminant dans le lancement de la carrière de la pop star, en le co-signant et en lui servant de mentor. Au début, tout était positif. Je voulais être le grand frère que je n'ai jamais eu, a déclaré Usher. Mais ensuite, Didi est entré en scène. Selon Usher, Didi a commencé à inviter Bieber à des fêtes, appelant ça « Flavor Camp », la même expression qu'il avait utilisée avec Usher des années plus tôt. Il avait 15 ans, a dit Usher, et il le traitait comme un adulte. Un soir de 2011, Usher a reçu un appel de Bieber. Au début, il n'a rien dit. J'ai juste entendu une respiration. Puis il a dit « Je veux rentrer à la maison ». L'équipe d'Usher a tenté de le retrouver, mais Bieber est resté silencieux pendant 2 jours. Lorsqu'ils se sont revus, Bieber n'a pas regardé Usher dans les yeux. Il a juste dit « C'est bon, je vais bien maintenant ». Mais ce n'était pas le cas, a témoigné Usher. Il a ensuite révélé avoir confronté Didi en privé et lui avoir demandé directement « Que fais-tu à ces enfants ?» D'après Usher, Didi a ri et a répondu « La même chose qu'ils m'ont fait ». C'est comme ça que le jeu fonctionne. Usher a dit que c'était la dernière conversation sérieuse qu'il avait eue avec Didi. Après ça, j'ai pris du recul. Je ne voulais pas que mon nom soit associé à cette conversation, mais en voyant ce qui était arrivé à Justin, je ne pouvais plus me taire. Il a également révélé, pour la première fois, avoir reçu en 2018 un appel d'un numéro anonyme. Une voix lui disait « Dites-lui de se taire, sinon on la fermera ». Lorsqu'on lui a demandé qui, selon lui, était derrière cet appel, Usher a regardé directement la défense. Je crois que vous le savez. Usher a révélé que le point de rupture dans sa relation avec Didi s'était produit lors d'une soirée désormais tristement célèbre, dont personne n'avait jamais parlé publiquement. Selon son témoignage, il s'agissait d'une discrète fête privée dans une propriété secrète d'Hollywood Hills en 2002. Usher a affirmé que ce qu'il avait vu ce soir-là avait changé à jamais sa vision de Didi. L'événement, qu'il a décrit comme un rite de passage plutôt qu'une fête, rassemblait plusieurs jeunes artistes et mannequins, dont beaucoup croyaient se voir offrir des opportunités de carrière. Usher a témoigné que Didi l'avait invité sous prétexte de rencontrer un nouveau producteur européen. Mais à son arrivée, il a déclaré qu'il n'y avait ni dirigeant ni producteur, juste un éclairage tamisé, des agents de sécurité à chaque coin de rue et une lourde atmosphère de secret. Il a décrit un environnement où les téléphones étaient confisqués à l'entrée et où une étrange série de contrats, étiquetés NDA, mais au langage plus agressif que tout ce qu'il avait jamais vu dans le secteur, était présenté aux invités. L'ambiance était mauvaise, a déclaré Usher au tribunal, sa voix se cassant apparemment pour la première fois. Il y avait des gens là-bas qui n'étaient ni artistes ni cadres. J'ai réalisé qu'ils n'étaient que des observateurs. Il a déclaré avoir reconnu plusieurs personnalités, dont certaines n'avaient jamais été publiquement liées à Didi, mais a refusé de les nommer,
laissant entendre que si ce procès se poursuivait, d'autres se manifesteraient. Le plus poignant de sa déclaration est venu lorsqu'il a raconté qu'après avoir tenté de quitter la soirée plus tôt, il a été arrêté par un homme qu'il ne connaissait pas et emmené dans une pièce annexe où Diddy était assis. Il m'a dit « Tu n'es pas encore prêt. Tu penses encore que c'est une question de musique. C'est plus que ça. » Usher est parti ce soir-là et a affirmé qu'il n'était plus jamais revenu à une autre fête organisée par Diddy. Le témoignage d'Usher s'est concentré sur les pratiques commerciales employées par Diddy, non seulement avec lui, mais aussi avec des dizaines d'artistes de renom. Pour la première fois, Usher a soumis des courriels internes et des projets de contrats révélant qu'il avait signé, adolescent, un contrat de développement qui l'engageait sur 5 albums et lui cédait les droits sur ses masters jusqu'à ses 35 ans. « Je ne savais pas ce que je signais », a admis Usher. « Je voulais juste chanter. » Il a ensuite révélé comment d'autres artistes étaient liés par des contrats similaires, citant des noms comme Carl Thomas, Total, Black Rob et le regretté Craig Mack. Usher a allégué que Diddy avait pour habitude de rallier les artistes à sa cause en leur promettant mentorat et visibilité, pour ensuite les abandonner dès qu'ils n'étaient plus utiles ou obéissants. Il a même révélé qu'un comptable privé lui avait envoyé un jour une feuille de calcul indiquant les royalties qu'il avait manquées au fil des ans, totalisant plus de 4,3 millions de dollars. Lorsqu'il a porté cela à l'attention de Diddy, celui-ci aurait ri et lui aurait dit « Si tu savais ce qui te revient vraiment, tu ne dormirais pas la nuit ». Des documents judiciaires ont également révélé que plusieurs artistes avaient conclu des accords en silence, certains acceptant de petits paiements simplement pour récupérer le droit d'utiliser leur nom ou d'interpréter leurs chansons. L'une des révélations les plus marquantes fut qu'Usher avait tenté d'organiser une réunion secrète avec d'autres artistes en 2011 pour répondre à leurs griefs collectifs, mais qu'il avait affirmé que la réunion n'avait jamais eu lieu parce que quelqu'un avait prévenu Diddy. Plus accablant encore fut son affirmation selon laquelle il aurait vu Diddy ordonner la destruction de démos et d'images appartenant à un artiste qui avait menacé de s'exprimer. Cet artiste, selon Usher, a depuis disparu de la vie publique. Je ne sais pas où il est, personne ne le sait, mais je me souviens de sa voix et de sa peur. Cette déclaration a plongé la salle d'audience dans le silence. Dans la dernière partie de son témoignage, Usher s'est effondré lorsqu'on lui a demandé pourquoi il ne s'était jamais manifesté plus tôt. Sa réponse était à la fois troublante et déchirante. Parce que je pensais lui être redevable. Je pensais qu'en gardant le silence, je pourrais continuer à avancer et lui être reconnaissante. Mais on ne peut pas être reconnaissant pour un mensonge. Usher a déclaré que la culpabilité le rongeait depuis des années. Il a raconté avoir vu d'autres jeunes artistes tomber dans le même piège que lui, et a admis que pendant longtemps, il n'avait pas su comment les aider sans détruire sa propre carrière. Il a toujours été question de pression, a-t-il dit, et Diddy en avait tous les moyens. Il a révélé qu'en 2016, à l'époque où le clip de Drink Champ avait recommencé à circuler en ligne, il avait tenté de confronter Diddy en privé, mais que son équipe juridique l'avait bloqué. Ce qui a le plus frappé le tribunal, c'est la description par Usher d'un extrait de journal inédit qu'il avait écrit la nuit où il avait définitivement quitté le mentorat de Diddy. Il disait « J'ai survécu à Puffy, mais l'enfant en moi a-t-il survécu ? Je ne sais toujours pas. » Il a conclu son témoignage en s'adressant au tribunal, aux victimes qui regardaient en ligne et à la jeune génération d'artistes qui idolâtraient les personnes jugées. Il ne s'agit pas seulement d'un homme. Il s'agit de tout un système qui disait aux enfants comme moi de se taire, de rester dans le rang et de ne jamais remettre en question les mains qui nous nourrissaient. Mais je suis là maintenant, et je n'ai plus peur. Pas pour moi, car j'ai déjà vécu ça. Je le fais pour ceux qui ne l'ont pas fait. À cet instant, le silence régnait dans la salle d'audience. Ce qui avait commencé comme une affaire fédérale de racket et de trafic s'était transformé en quelque chose de bien plus important, une condamnation pour des décennies de silence dans l'industrie musicale. Ce que le public ignorait jusqu'à présent, c'est qu'au sommet de sa gloire, juste après la sortie de 870 en 2001, Usher s'était discrètement retiré des projecteurs pendant une semaine entière. Les initiés du milieu musical pensaient qu'il faisait une pause dans son programme de tournée épuisant, mais au tribunal, Usher a révélé avoir été admis dans un établissement psychiatrique privé du nord de la Californie sous un faux nom. Selon son témoignage, la cause de sa dépression était un traumatisme non résolu remontant à l'adolescence, lorsqu'il vivait avec Diddy. Usher a admis avoir commencé à souffrir de crises de panique peu après ses 20 ans, souvent déclenchées par des choses apparemment anodines, lumière clignotante, foule serrée, certains types de musique. Au début, il n'a pas compris le lien, mais tout lui est revenu brusquement un soir, alors qu'il séjournait dans un hôtel à New York, un bâtiment qui, par coïncidence, abritait l'une des célèbres soirées de Diddy. « Je suis entré dans le couloir et j'ai senti la même marque de bougie que lui », a déclaré Usher au tribunal. « Tout mon corps s'est figé. J'ai commencé à trembler. Je ne pouvais plus respirer. » Cette nuit-là, son équipe l'a conduit d'urgence à la clinique, où il est resté en observation pendant 5 jours. Il a expliqué au jury que ce qu'il avait confié au psychiatre interne était quelque chose qu'il n'avait jamais révélé publiquement auparavant. «
Je lui ai dit que j'avais vu des choses qu'aucun enfant ne devrait voir. J'ai vécu dans un monde où le pouvoir signifiait le silence, et la survie signifiait sourire. Cette maison n'était pas qu'un simple refuge. C'était un lieu où l'on vendait des rêves. Mais le prix était l'âme. Usher a témoigné que le psychiatre lui avait diagnostiqué un syndrome de stress post-traumatique, une révélation qui a stupéfié la salle d'audience et ses fans qui regardaient depuis l'extérieur. Il a dit qu'il lui avait fallu près de 2 ans de thérapie avant de pouvoir dormir toute la nuit sans cauchemar récurrent. Bien que Usher n'ait jamais nommé d'autres personnes ayant pu vivre la même chose, il a laissé entendre que plusieurs autres jeunes artistes ayant eu des relations similaires avec Diddy avaient également disparu ou souffert de dépression émotionnelle, mais avaient trop peur de parler. J'ai eu de la chance. J'avais l'argent pour me faire aider. Mais d'autres n'en avaient pas. L'un d'eux a fait une overdose. Un autre a tenté de se suicider. Et un troisième a tout simplement disparu. Lorsqu'on lui a demandé pourquoi il avait gardé le secret pendant plus de 2 décennies, Usher n'a pas bronché. Parce que personne ne m'aurait cru en 2001. Puffy était intouchable. Et j'étais juste le gamin avec une voix. Mais aujourd'hui, le monde est prêt à l'écouter. Le tribunal s'est tu, non seulement face à ses aveux, mais aussi face aux implications qu'ils impliquaient. Derrière chaque disque de platine, chaque discours aux Grammy Awards et chaque concert à guichet fermé, se cachait peut-être une guerre silencieuse dans l'esprit d'un jeune artiste qui tentait simplement de survivre. Et maintenant, enfin, il prenait la parole. Pas seulement pour lui-même, mais pour toutes les voix qui avaient été étouffées par la musique.